Antoine Dubois et ses amis furent dégoûtés en voyant Léa Martin intégrer l'équipe de cheerleaders du lycée Victor Hugo. Pour eux, c'était une fille noire qui n'avait pas sa place parmi leurs pom-pom girls traditionnellement blanches. Ils essayèrent donc de se débarrasser d'elle de la seule manière qu'ils connaissaient, en l'attaquant. Mais ce qu'Antoine ne pouvait pas voir sous le silence posé de Léa, c'était l'entraînement tactique de son père, un ancien des commandos marines. Il la croyait sans défense, pensait qu'elle s'effondrerait comme toutes ses victimes précédentes. Il avait tort, de manière catastrophique, et Léa Martin était sur le point de lui apprendre exactement ce qui arrivait lorsque des brutes pleines de leur bon droit sous-estimaient fatalement la fille d'un soldat. Avant d'aller plus loin, dites-moi d'où vous nous regardez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner car l'histoire de demain est à ne pas manquer. Le gymnase bourdonnait d'une énergie nerveuse alors que 23 jeunes filles s'alignaient pour l'annonce finale de l'équipe de cheerleading. Léa Martin se tenait en 3e position à partir de la gauche, les mains stables le long du corps malgré les battements sourds dans sa poitrine. Elle avait réussi chaque chorégraphie, atteint chaque marque et souri jusqu'à en avoir mal aux joues pendant 3 jours d'audition exténuante. Mesdemoiselles, vous avez toutes fait preuve d'un esprit et d'un dévouement incroyables, commença Madame Duval, son presse-papier tenu comme un bouclier. L'équipe de cheerleading du lycée Victor Hugo de cette année représentera notre école avec fierté et excellence. Les yeux de Léa balayèrent le gymnase, observant l'océan de queues de cheval blonde et de peau bronzée qui l'entourait. Elle aperçut l'équipe de football américain, qui entrait par les portes latérales. Leur entraînement venait de se terminer. Antoine Dubois menait la meute, son assurance de quarterback évidente, même en tenue d'entraînement trempée de sueur. Lucas Bernard le flanquait, les bras musclés croisés sur sa poitrine, tandis qu'Hugo Petit traînait derrière, désespéré d'appartenir au groupe. Les jeunes filles suivantes ont gagné leur place dans l'équipe de cette année, poursuivit Madame Duval. Elle lut la liste par ordre alphabétique, chaque nom étant accueilli par des cris de joie et des étreintes. Léa Martin. Les mots la frappèrent comme la foudre. Elle avait réussi, vraiment réussi. Autour d'elle, les félicitations se mêlaient à la surprise à peine dissimulée de certaines autres filles. Léa garda une expression contrôlée, professionnelle, comme son père le lui avait appris. De l'autre côté du gymnase, elle sentit des yeux sur elle. Antoine Dubois la fixait, la mâchoire serrée. Il se pencha pour murmurer quelque chose à Lucas, qui secoua la tête avec dégoût. Hugo avait juste l'air confus, suivant l'exemple de ses amis. « Félicitations à nos nouvelles aigles !» applaudit Madame Duval. « Réunion d'équipe demain après les cours. Nous avons beaucoup de travail avant le match de rentrée. » Alors que la célébration se poursuivait autour d'elle, Léa ramassa son sac de sport et se dirigea vers la sortie. Les joueurs de football s'étaient positionnés près des portes, une coïncidence opportune qui fit accélérer son pouls. « Excusez-moi, » dit-elle poliment, en essayant de passer. Antoine se décala légèrement vers la droite, ne bloquant pas tout à fait son chemin, mais indiquant clairement qu'elle devait se faufiler. « Alors, tu es la nouvelle recrue de notre équipe de cheerleaders. » « C'est exact. » Léa rencontra son regard directement. Un choix intéressant de la part de Madame Duval. La voix de Lucas avait juste assez de volume pour que les élèves à proximité puissent l'entendre. Très progressiste. « J'ai gagné ma place, comme tout le monde, » répondit Léa d'un ton égal. Hugo se tortilla mal à l'aise, mais resta silencieux, alors qu'Antoine souriait. Le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. « Oh, j'en suis sûr, c'est juste que nos fans ont certaines attentes sur ce à quoi leur cheerleader devrait ressembler. » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme de la fumée. D'autres élèves ralentirent leur conversation, sentant la tension. « Et à quoi devrait-elle ressembler exactement ?» demanda Léa, sa voix stable, malgré la chaleur qui montait dans sa poitrine. « Tu sais, » haussa les épaules Antoine, « traditionnel. Le genre de fille qui représente la fierté des aigles. Cheveux blonds, esprit d'équipe, tout le package. Comme des poupées Barbie ?» Léa inclina légèrement la tête. Lucas s'avança.
Comme des filles qui ont leur place ici. Des filles qui comprennent ce qu'est ce lycée. Je comprends parfaitement. Léa ajusta la sangle de son sac. Ce lycée, c'est l'excellence, les études et la représentation fière de notre communauté. C'est exactement ce que je compte faire. Le sourire d'Antoine vacilla un instant avant de revenir. On verra ça. La saison de football est longue. Beaucoup de matchs, beaucoup de pression. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Ça tombe bien, moi aussi. Elle passa devant eux sans un mot de plus, sentant leur regard lui brûler le dos. Pendant ce temps, les trois garçons la regardèrent s'éloigner, leurs expressions s'assombrissant, tandis que d'autres élèves passaient devant eux en direction du parking. C'est une blague. La voix d'Antoine baissa, destinée uniquement à ses amis. Ils l'ont vraiment mise dans l'équipe? Lucas cracha en direction de la poubelle. C'est exactement le genre de conneries qui ruine notre lycée. C'est quoi la prochaine étape? Ils vont nous faire mettre un genou à terre pour l'hymne aussi? Mec, et si c'est une de ces filles qui se croit meilleure que tout le monde? Intervint finalement Hugo, la voix incertaine, mais essayant de correspondre à leur énergie. Genre, qui fait l'intello et tout. Oh, elle se prend vraiment pour quelqu'un de spécial, répondit Antoine, la mâchoire crispée. T'as vu comment elle nous a regardés? Comme si le problème, c'était nous. Le visage de Lucas se tordit de dégoût. Je ne vais pas encourager l'équipe à côté de ça. Mon père va péter un câble quand il saura qu'ils ont mis un recrutement pour la diversité dans l'équipe au lieu d'Élodie Martinez. Élodie attend ça depuis 2 ans. C'est pas juste, mec, secoua la tête Antoine. Nos fans ne veulent pas voir ça représenter notre lycée. Ils veulent de vraies filles des aigles, pas une. Il laissa la phrase en suspens, mais le sens était clair pour ses amis. Hugo hocha la tête avec empressement, désespéré de s'intégrer. Ouais, exactement. Genre, qu'est-ce que les gens vont penser quand ils verront nos cheerleaders? On n'est pas ce genre de lycée. Eh bien, elle va découvrir quel genre de lycée c'est vraiment, dit Lucas en faisant craquer ses doigts. La saison de football va être très instructive pour elle. Le sourire d'Antoine revint, froid et calculateur. Oh, ouais, très instructive. Le harcèlement commença petitement, de manière presque assez innocente, pour être rejeté comme une coïncidence. Lundi matin, Léa arriva à son casier pour le trouver légèrement entrouvert. Son cadenas à combinaison pendait, ouvert, et quelqu'un avait réarrangé ses livres. Rien ne manquait, juste perturbé. Elle regarda autour d'elle dans le couloir, croisant le regard d'Antoine Dubois 3 casiers plus loin. Il parlait à une fille de seconde, mais son attention dérivait constamment vers Léa. « Bizarre !» marmonna-t-elle en réorganisant ses manuels. Au 3e cours, la nouvelle de la composition de l'équipe de cheerleading s'était répandue. Léa sentait les regards dans chaque couloir, entendait les conversations chuchotées qui s'arrêtaient à son passage. Certains élèves souriaient de manière encourageante, mais d'autres avaient l'air confus, comme si elle était une énigme qu'ils ne pouvaient pas résoudre. « Salut, Léa !» Chloé Durand, l'une des cheerleaders de terminale, la rattrapa après le cours de français. « Je suis tellement contente que tu aies intégré l'équipe. On va passer une saison incroyable. » « Merci, Chloé. J'ai hâte de commencer. Ne laisse personne te faire sentir que tu n'as pas ta place, d'accord? Tu l'as mérité tout comme nous. » Le fait que Chloé ait ressenti le besoin de le dire confirmait ce que Léa soupçonnait déjà. Les gens parlaient. Pendant le déjeuner, elle était assise avec son groupe d'amis habituels du club d'excellence lorsque Lucas Bernard passa devant leur table. Son épaule heurta sa chaise assez fort pour la faire basculer en arrière. « Oups !» dit-il sans s'arrêter, ni se retourner. « Désolé pour ça. » Son ami Camille fronça les sourcils. C'était bizarre. Lucas n'est jamais aussi maladroit. « Peut-être qu'il n'est pas dans son assiette, » répondit Léa, mais elle cataloguait déjà l'incident dans son esprit. Le vrai message arriva pendant l'étude de 7e heure. Léa sortit son téléphone pour vérifier l'heure et trouva une notification d'Instagram. Quelqu'un l'avait identifié dans une publication. L'image était une capture d'écran de l'annonce de l'école sur la nouvelle équipe de cheerleading,
avec le nom de Léa entouré en rouge. La légende disait « On dirait que Victor Hugo fait dans le politiquement correct maintenant. RIP, la vraie fierté des aigles. Pasma cheerleader. » La publication avait déjà recueilli 37 j'aime et une poignée de commentaires qui lui retournèrent l'estomac. La plupart étaient soigneusement formulés pour éviter les insultes directes, mais le message était limpide. Recrutement pour la diversité, non? On dirait même pas qu'elle a sa place ici. Et voilà, le quartier se dégrade. Léa fit une capture d'écran de tout avant de bloquer le compte qui appartenait à un certain Fierté-Aigle 2024. Évidemment un faux. Ses mains tremblaient légèrement en rangeant son téléphone. Cet après-midi-là, à l'entraînement des cheerleaders, la tension était palpable. Madame Duval leur fit faire des enchaînements de base, mais Léa pouvait sentir les regards de travers de certaines de ses coéquipières. Chloé et quelques autres étaient vraiment accueillantes, mais d'autres semblaient attendre de voir ce qui allait se passer. « Très bien, les filles. On refait la chorégraphie du match de rentrée une dernière fois », lança Madame Duval. « Léa, tu seras au dernier rang pour l'instant, le temps que tu apprennes toutes les formations. » Alors qu'elle s'alignait, Manon Lefebvre, une élève de première aux cheveux blonds parfaitement bouclés, se positionna directement devant Léa. Pendant la chorégraphie, elle reculait constamment un peu, forçant Léa à ajuster son espacement. « Désolé, » chuchotait Manon à chaque fois. « Je m'habitue encore à la nouvelle formation. » À la fin de l'entraînement, Léa s'était fait marcher sur les pieds 2 fois et avait reçu un coup de coude une fois lors d'une séquence de rotation. Tous des accidents, selon le sourire d'excuse de Manon. En se dirigeant vers sa voiture après, Léa remarqua que l'équipe de football terminait son entraînement sur le terrain adjacent. Antoine Dubois était en pleine conversation avec le coach Mercier, tous deux jetant des regards vers le parking où les cheerleaders chargeaient leur matériel. Son téléphone vibra. Un texto de son père. « Comment s'est passé le premier entraînement, ma guerrière ?»« Bien » tapa-t-elle, puis elle effaça. « C'était bien. J'apprends les chorés. Je passe te chercher pour dîner ? Je veux tout savoir. Je vais rentrer en voiture. On se voit là-bas. » Ce soir-là, assise en face de son père à la table de la cuisine, Léa picorait son poulet grillé, tandis que le commandant Martin l'étudiait avec la concentration intense qui avait fait de lui un chef militaire efficace. « Tu es silencieuse ce soir, » observa-t-il. « Juste fatiguée. Nouvelle équipe, beaucoup à apprendre. » Il posa sa fourchette. « Et comment tes nouvelles coéquipières te traitent-elles » Léa hésita. Son père lui avait appris à être honnête au sujet des menaces, mais elle connaissait aussi son instinct protecteur. La plupart d'entre elles sont sympas. Il y a toujours une période d'adaptation. Et celles qui ne sont pas sympas, elle leva brusquement les yeux. « Qu'est-ce qui te fait croire ?»« Léa. » Sa voix portait la patience de quelqu'un qui avait interrogé des combattants ennemis. « Je ne t'ai pas élevé pour que tu me mentes, surtout au sujet de ta sécurité. Qu'est-ce qui se passe ?» Elle soupira, sortant son téléphone pour lui montrer la publication Instagram. Son expression s'assombrit en lisant les commentaires. « Ce n'est que le début, » dit-il doucement. « Des publications anonymes, des accidents à l'entraînement, des petits jeux de territoire. Ils te testent pour voir comment tu vas réagir. Alors, qu'est-ce que je fais ? Documente tout. Capture d'écran, témoins, heures et dates. Mais ne réagis pas pour l'instant. Laisse-les abattre leurs cartes. Et si ça dégénère ? » Le sourire du commandant Martin était fin comme une lame de rasoir. « Alors nous discuterons de tes options. Mais pour l'instant, tu restes alerte et tu restes intelligente. Ils ont choisi la mauvaise fille à intimider. » Alors que Léa montait faire ses devoirs, elle ne remarqua pas le pick-up noir qui était garé de l'autre côté de la rue depuis 1 heure, ni les 3 silhouettes à l'intérieur qui observaient sa maison avec un ressentiment grandissant. Demain apporterait de nouveaux défis, et Antoine Dubois planifiait déjà son prochain coup. Le harcèlement s'intensifia au cours des 2 semaines suivantes, comme de l'eau s'accumulant derrière un barrage. Mardi matin,
Léa découvrit que ses chaussures de cheerleading avaient disparu de son casier de sport. Elle les y avait laissées après l'entraînement la veille, et maintenant elles n'étaient plus là. Madame Duval dut lui prêter une vieille paire qui faisait 2 pointures de trop. « C'est étrange, » dit Chloé en fronçant les sourcils. « Qui prendrait les chaussures de quelqu'un ? Peut-être qu'elles sont tombées ?» suggéra Manon avec une fausse inquiétude. « Ces vieux casiers sont si peu fiables. » Léa ne dit rien, mais elle remarqua Antoine Dubois, qui souriait en coin en voyant ses chaussures surdimensionnées pendant leur cours de chimie commun. Mercredi apporta un nouveau coup bas. Quelqu'un avait laissé une banane sur son pare-brise avec un mot « Fais comme les singes ». Léa froissa le papier et jeta les 2 objets à la poubelle. Mais ses mains tremblèrent de rage en rentrant chez elle. Jeudi, elle arriva à son casier pour le trouver vandalisé. Quelqu'un avait gravé « Rentre chez toi » dans la porte en métal. Quand elle le signala au proviseur Lemoine, il soupira lourdement. « Je vais demander à la maintenance de jeter un œil, mais le vandalisme est difficile à prouver sans témoin, dit-il. Êtes-vous sûr de vouloir en faire toute une histoire ? Parfois, il vaut mieux laisser ces choses se tasser. Donc, je devrais juste accepter que quelqu'un détruise une propriété de l'école à cause de ma couleur de peau ? Allons, Léa, ne tirons pas de conclusions hâtives sur les motivations. Quelle autre motivation y aurait-il ? Le proviseur Lemoine se tortilla mal à l'aise. Je vais parler à quelques élèves, voir ce que je peux trouver. En attendant, peut-être devriez-vous faire profil bas. Cet après-midi-là, le vrai message arriva pendant le déjeuner. Léa passait devant la table de l'équipe de football quand Lucas Bernard tendit le pied. Elle trébucha, mais se rattrapa. « Regarde où tu vas » dit-il assez fort pour que la moitié de la cafétéria l'entende. « C'est toi qui m'as fait un croche-pied. » Lucas se leva. Son mètre 97 la dominant. « Tu me traites de menteur ?» La cafétéria devint silencieuse. Antoine Dubois et Hugo Petit flanquaient Lucas, créant un mur de blousons d'équipe. « Je dis que tu dois bouger ton pied, » répondit Léa d'un ton égal. « Sinon quoi ?» s'avança Antoine. « Tu vas aller pleurer dans les jupes de ton papa ? » ?»« Ah non ! Attends, j'ai entendu dire que c'est un militaire. Ça doit être embarrassant d'avoir une fille qui ne sait pas gérer le lycée. » Les mots la giflèrent. Léa sentit la chaleur monter à ses joues, mais garda sa voix stable. « Au moins, mon père m'a appris à être un être humain décent. » Le visage de Lucas devint rouge. « Tu te crois meilleur que nous ? Tu te promènes ici comme si tout t'appartenait ? Je crois que j'ai ma place ici autant que n'importe qui d'autre. »« Non !» intervint finalement Hugo, sa voix tremblante mais déterminée à impressionner ses amis. « Vraiment pas. » Plusieurs élèves avaient sorti leur téléphone, sentant le drame arriver. Léa réalisa qu'elle était en infériorité numérique et encerclée, avec des dizaines de caméras potentiellement en train d'enregistrer son humiliation. « On verra ça », dit-elle doucement, puis elle s'éloigna. Derrière elle, elle entendit la voix d'Antoine traverser la cafétéria silencieuse. « Ouais, tire-toi, c'est ce que les gens comme vous font de mieux. » L'expression « les gens comme vous » résonna dans sa tête pour le reste de la journée. Vendredi apporta l'incident qui changea tout. C'était le jour du match, et tout le lycée bourdonnait d'excitation pour le match de rentrée contre leurs rivaux. Léa avait finalement appris les chorégraphies assez bien pour monter au 2e rang, et malgré tout, elle ressentait un véritable frisson à l'idée de se produire devant la foule. Elle se dirigeait vers le gymnase pour les derniers préparatifs quand elle remarqua la flaque d'eau. Une pluie récente avait créé une dépression boueuse juste devant l'entrée, d'environ 1 mètre de large et 15 centimètres de profondeur. La plupart des élèves la contournaient sans y penser. Léa était en train d'envoyer un texto à son père pour les arrangements de transport quand elle entendit des pas derrière elle. Elle leva les yeux juste au moment où Antoine Dubois lui attrapa le bras gauche. « Salut, la nouvelle. J'ai un message pour toi. » Avant qu'elle ne puisse réagir, Lucas Bernard lui saisit le bras droit, tandis que Hugo Petit se positionnait pour bloquer la vue depuis le parking. « Qu'est-ce que vous faites ?» exigea Léa, essayant de se libérer. « On t'apprend une leçon sur le fait de connaître ta place. »
gronda Antoine. Ils la poussèrent en arrière vers la flaque. Léa essaya de planter ses talons, mais ses baskets ne trouvèrent pas de prise sur le béton mouillé. « Arrêtez !» cria-t-elle, assez fort pour que plusieurs élèves se retournent pour regarder. « Oups !» dit Lucas en lui donnant une dernière poussée. Léa heurta l'eau boueuse violemment, sa jupe d'uniforme se déchirant sur un morceau de béton cassé caché sous la surface. L'eau froide et sale imbiba ses vêtements alors qu'elle se dépêchait de se relever. Les trois garçons se tenaient au-dessus d'elle, ne prenant plus la peine de cacher leur satisfaction. « On dirait que tu as glissé », dit Antoine à voix haute. « Quelle maladroite !» Plusieurs cheerleaders étaient sortis, attirés par le vacarme. Chloé haleta et se précipita vers elle. « Oh mon Dieu, Léa, ça va ?»« Ça va », réussit à dire Léa, mais sa voix se brisa. La boue striait son visage et ses bras, et son uniforme déchiré exposait sa dignité ainsi que sa peau. Manon Lefebvre sortit son téléphone. « Ça va direct sur Instagram. » Est du epic fail. « N'ose même pas », lança Chloé, mais Léa savait qu'il était trop tard. Ce soir, la moitié du lycée verrait son humiliation. Les joueurs de football s'éloignaient déjà, se tapant dans les mains comme s'ils venaient de marquer un touchdown. « Joli uniforme », lança Lucas par-dessus son épaule. « Ça fait vraiment ressortir tes yeux. » Antoine rit. « Peut-être que maintenant tu réfléchiras à 2 fois à l'endroit où tu as ta place. » Léa resta assise dans l'eau boueuse quelques secondes de plus, non pas parce qu'elle ne pouvait pas se relever, mais parce qu'elle avait besoin de mémoriser ce moment. La sensation de la boue froide s'infiltrant à travers ses vêtements, le son de leur rire, le goût de l'humiliation dans sa bouche. Plus importante encore, la certitude absolue que cela ne pourrait plus jamais arriver. Chloé l'aida à se relever, lui offrant des mouchoirs et des excuses. Mais Léa l'entendait à peine. Elle pensait à la voix de son père. Parfois, il faut se faire justice soi-même quand le système vous laisse tomber. Ce soir, elle lui dirait tout. Et demain, le vrai combat commencerait. Léa resta assise dans sa voiture sur le parking du lycée pendant 20 minutes après le match, portant toujours son uniforme boueux et déchiré. Les Aigles avaient gagné 28-14, et elle pouvait entendre les échos de la célébration depuis le vestiaire. Mais la victoire avait un goût amer. Elle avait regardé tout le match depuis la ligne de touche dans un uniforme d'emprunt trop grand pour elle, un rappel constant de son humiliation. Son téléphone vibra de textos, certains de soutien de Chloé et de ses amis du club d'excellence, d'autres partageant des liens vers des publications sur les réseaux sociaux qui lui retournaient l'estomac. La vidéo d'elle se faisant pousser dans la flaque avait déjà été partagée 43 fois avec des légendes comme « Le recrutement pour la diversité prend une leçon de réalité » et « Quand on veut faire la maline et que ça tourne mal ». Finalement, elle rentra chez elle. Le commandant Martin l'attendait dans la cuisine quand elle franchit la porte, toujours dans son uniforme taché. Il lui jeta un regard et posa sa tasse de café avec une précision délibérée. Que s'est-il passé? Léa avait prévu d'aborder la conversation en douceur, peut-être de commencer par les incidents mineurs et de monter jusqu'à aujourd'hui. Mais en voyant l'expression contrôlée de son père, le même regard qu'il avait lorsqu'il briefait son équipe de commando marine avant des missions dangereuses, elle se retrouva à tout lui raconter d'un seul coup. 3 joueurs de football me harcèlent depuis que j'ai intégré l'équipe. Antoine Dubois, Lucas Bernard et Hugo Petit. Ça a commencé par des commentaires sur le fait que je n'ai pas ma place, puis des chaussures disparues, un casier vandalisé, des publications sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils m'ont poussé dans une flaque de boue devant la moitié de l'équipe de cheerleaders et ont déchiré mon uniforme. Son père écouta sans l'interrompre, son visage s'assombrissant progressivement. Quand elle eut fini, le silence s'étira entre eux pendant plusieurs battements de cœur. « Montre-moi les publications sur les réseaux sociaux », dit-il doucement. Léa lui tendit son téléphone. Le commandant Martin parcourut les commentaires, sa mâchoire se crispant à chaque glissement de doigt. « Et la réponse de l'école »
Le proviseur Lemoine m'a dit de faire profil bas et de laisser les choses se tasser. Quelque chose de dangereux vacilla dans les yeux de son père. Vraiment. Papa, je sais ce que tu penses, mais à quoi je pense? Que tu veux aller au lycée et régler ça toi-même. Mais ça ne fera qu'empirer les choses pour moi. Ils diront que je ne peux pas mener mes propres batailles. Le commandant Martin étudia sa fille avec un nouveau respect. Tu as raison, mais ça ne peut pas continuer. Je sais. C'est pour ça que j'ai besoin que tu m'apprennes. T'apprendre quoi? Léa rencontra son regard directement. Tout. Comment me défendre? Comment riposter? Comment m'assurer que ça n'arrive plus jamais? Son père resta silencieux un long moment, pesant ses mots. La confrontation physique devrait toujours être le dernier recours, Léa. Une fois que tu franchis cette ligne, ils l'ont déjà franchie. Ils ont posé les mains sur moi, aujourd'hui. C'est juste. Il se pencha en arrière dans sa chaise. Mais il y a d'autres façons de gérer les brutes. Des façons stratégiques. Des façons qui ne leur laissent aucune possibilité de se poser en victime. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu es la fille de David Martin. Tu es plus intelligente que ces garçons. Tu es plus disciplinée. Et tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Qu'est-ce que c'est? La patience. Et un père qui a passé 20 ans à apprendre comment neutraliser les menaces. Son sourire était froid comme l'acier d'hiver. Dis-moi tout ce que tu sais sur eux. Leurs emplois du temps, leurs habitudes, leurs faiblesses. Nous allons planifier ça comme une opération militaire. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, chez Antoine Dubois, les 3 joueurs de football célébraient leur victoire de plus d'une manière. T'as vu sa tête quand elle a touché l'eau? Rit Hugo en prenant une autre gorgée de sa bière volée. Inestimable. Le meilleur, c'était de la voir essayer de faire la dure après, ajouta Lucas, comme si elle n'était pas complètement humiliée. Antoine s'adossa à sa chaise de gamer, satisfait. Ça devrait faire passer le message. Elle n'a pas sa place ici, et on ne va pas faire semblant que si. Tu penses qu'elle va quitter l'équipe? Demanda Hugo avec espoir. Non, secoua la tête Lucas. Les filles comme elle sont têtues. Elle va probablement redoubler d'efforts, essayer de prouver quelque chose. Alors il faudra qu'on soit plus créatif, dit Antoine. On ne peut pas la laisser penser qu'elle peut juste nous ignorer. Et si elle le dit à quelqu'un? Genre, ses parents ou quoi? La voix d'Hugo portait une note d'inquiétude. Lucas ricana. Leur dire quoi? Qu'elle est maladroite et qu'elle est tombée dans une flaque? On n'a rien fait de mal. Juste 3 gars qui allaient à l'entraînement et qui se trouvaient là quand elle a trébuché. Exactement, acquiesça Antoine. Et même si elle essaie d'en faire toute une histoire, qui va la croire, elle, plutôt que nous? Mon père a pratiquement construit le nouveau gymnase. Le père de Lucas est au conseil d'administration du lycée. Nous sommes la royauté des aigles. Et elle, elle est... Il haussa les épaules. Elle n'est rien. Hugo hocha la tête avec empressement. En plus, le coach Mercier nous adore. Le proviseur Lemoine ne va pas chercher des noises au programme de football pour une cheerleader de la diversité qui a un problème d'attitude. En parlant de ça, Lucas sortit son téléphone. « Regardez-moi ça !» Il leur montra un fil de discussion de groupe avec plusieurs autres joueurs de football et leurs petites amies. La vidéo de l'humiliation de Léa circulait, avec des commentaires qui devenaient de plus en plus crus à chaque partage. Tommy Williams a dit que sa copine pourrait quitter l'équipe s'ils ne font rien pour régler le problème, rapporta Lucas. Apparemment, certaines filles commencent à être mal à l'aise. Bien, dit Antoine. Qu'elles soient mal à l'aise. Peut-être qu'elles mettront la pression sur Madame Duval pour qu'elle fasse quelques changements dans l'équipe. Et si ça ne marche pas? Demanda Hugo. L'expression d'Antoine se durcit. Alors, on passe à la vitesse supérieure. On lui rend la vie si misérable qu'elle n'aura d'autre choix que de changer de lycée. Jusqu'où on va? Lucas se pencha en avant, intéressé. Aussi loin qu'il le faudra. C'est notre lycée, notre équipe, nos traditions. Je ne laisserai pas une étrangère ruiner ce que nous avons construit ici. De retour chez les Martin,
père et fille étaient en pleine planification stratégique. La clé de toute opération réussie, c'est la collecte de renseignements, expliqua le commandant Martin. Tu dois connaître tes cibles mieux qu'elles ne se connaissent elles-mêmes. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui leur fait peur? Qu'est-ce qui leur ferait le plus de mal? Antoine Dubois est le chef, dit Léa. Quarterback vedette, famille riche. Son père possède Dubois Construction. Ils ont construit la moitié des bâtiments de la ville. Vulnérabilité? Il est courtisé par plusieurs universités. Le football, c'est tout pour lui. Bien? Et les autres? Le père de Lucas Bernard est au conseil d'administration du lycée. Lucas n'est pas aussi intelligent qu'Antoine, mais il est plus violent. Boursier, je crois. Le football est son ticket de sortie. Et le troisième? Hugo Petit. Un suiveur, pas un chef. Désespéré de s'intégrer avec les deux autres. Parent divorcé, vit avec sa mère. Le commandant Martin hocha la tête d'un air approbateur. Tu as été attentive. Maintenant, leçon numéro 1. N'attaque jamais quand ton ennemi s'y attend. Ils se sentent en confiance en ce moment, intouchables. C'est là qu'ils font des erreurs. Quel genre d'erreurs? Le genre qui laisse des preuves. Le genre qui les expose pour ce qu'ils sont vraiment. Il se leva. Mais d'abord, nous devons nous assurer que tu peux te protéger si ça redevient physique. Tu veux dire un entraînement au combat? Je veux dire un entraînement à la survie. Il y a une différence. Son expression devint sérieuse. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était que le début, Léa. Ils vont intensifier les choses parce que tu n'as pas craqué. Es-tu préparé à ça? Léa pensa à la boue, au rire, aux caméras enregistrant son humiliation. Je suis préparé à tout ce qu'il faudra. Alors nous commençons demain, mais souviens-toi, nous ne t'apprenons pas seulement à te battre, nous t'apprenons à gagner. Samedi matin apporta la première leçon de Léa sur ce que son père appelait la conscience tactique. Ils commencèrent à 6 heures du matin dans le sous-sol, que le commandant Martin avait converti en espace d'entraînement des années auparavant. Des sacs de frappe pendaient de poutres de plafond renforcées et des tapis épais recouvraient le sol en béton. « Oublie tout ce que tu penses savoir sur le combat », commença-t-il, tournant lentement autour d'elle. Les films, les séries télé, les jeux vidéo, c'est de la foutaise. Le vrai combat, c'est l'efficacité, pas le spectacle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu ne gaspilles pas d'énergie en mouvements sophistiqués ou en gestes dramatiques. Tu identifies la menace, tu la neutralises et tu te retires. 3 secondes ou moins. Il se déplaça derrière un sac de frappe, faisant une démonstration. Coupe à la gorge pour écraser la trachée. Genoux au plexus solaire pour les mettre à terre. Coup de talon pour briser le coup de pied, afin qu'ils ne puissent pas te poursuivre. Léa regardait, mémorisant les mouvements. Mais avant tout ça, tu observes. Tu apprends leurs habitudes, leurs faiblesses, leurs angles morts. Sun Tzu a dit que l'excellence suprême est de soumettre l'ennemi sans combattre. Donc, je les étudie d'abord? Tu étudies tout. Où ils vont, quand ils y vont, à qui ils parlent, ce qui leur importe. L'information, c'est le pouvoir, et le pouvoir, c'est un levier. Ils passèrent l'heure suivante à s'exercer à des mouvements défensifs de base. Comment se défaire d'une prise? Comment créer de la distance? Comment frapper efficacement malgré sa plus petite taille? Les muscles de Léa brûlaient, mais elle ignora l'inconfort. « Ton avantage n'est pas la force », expliqua son père. « C'est la vitesse, l'intelligence et l'élément de surprise. Ils s'attendent à ce que tu sois une victime. Utilise cette supposition contre eux. » À 8 heures, Léa était épuisée mais pleine d'énergie. Son père lui tendit une bouteille d'eau et un carnet. « Tes devoirs commencent maintenant. Je veux des renseignements détaillés sur les 3 cibles. Où ils se garent, quels itinéraires ils empruntent entre les cours, avec qui ils passent du temps. Tout. Comment je fais ça sans être évidente? » Le commandant Martin sourit. « Tu apprends à être invisible. Observe de loin. Écoute les conversations. Fais-toi oublier. Fonds-toi dans le décor. Comme une espionne? Exactement comme une espionne. Lundi matin,
Léa commença sa mission de reconnaissance. Elle arriva à l'école 30 minutes en avance, se positionnant dans la bibliothèque avec une vue dégagée sur le parking des élèves. Antoine Dubois arriva dans sa Dodge Challenger noire à exactement 7h47, se garant à la même place près de l'entrée du gymnase. Lucas Bernard arriva 3 minutes plus tard dans un vieux pick-up Ford, se garant 2 rangées plus loin. Hugo Petit arriva en dernier, déposé par sa mère dans une Honda Civic argentée. Pendant le déjeuner, elle s'assit dos à la table de l'équipe de football, mais utilisa l'appareil photo de son téléphone pour enregistrer leur schéma de conversation. Antoine dominait la plupart des discussions, Lucas fournissait des commentaires agressifs, et Hugo riait principalement à des moments inappropriés. Entre les cours, elle cartographia leurs itinéraires. Antoine prenait le chemin le plus long pour éviter les foules, Lucas coupait par le couloir des arts, où les professeurs patrouillaient rarement, et Hugo suivait l'ami qui était le plus proche. Après 3 jours d'observation, elle avait 15 pages de notes. « Excellent travail », dit son père ce soir-là, en examinant ses renseignements. « Maintenant, qu'as-tu appris sur leur vulnérabilité ?» Toute l'identité d'Antoine est construite autour du football et de sa réputation. Il est courtisé par l'Université d'État et l'Université d'Alabama. La famille de Lucas a des problèmes d'argent. Je l'ai entendu se disputer avec sa copine parce qu'il n'avait pas les moyens de payer le dîner du match de rentrée. Et Hugo, il est juste désespéré d'appartenir à un groupe. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui ferait le plus de mal à chacun d'eux? Léa réfléchit. Antoine serait dévasté si ses perspectives universitaires disparaissaient. Lucas a besoin de sa bourse. Sinon, il ne peut pas se permettre d'aller à l'université. Hugo s'effondrerait si les 2 autres le rejetaient. Et comment leurs perspectives universitaires pourraient-elles disparaître? S'ils avaient de gros ennuis, genre des ennuis avec la police. Le commandant Martin hocha la tête d'un air approbateur. Ou si des preuves d'un comportement que les recruteurs universitaires trouvent inacceptable faisaient surface. Quel genre de preuves? Ça dépend de ce qu'ils cachent. Tout le monde a des secrets, Léa. Le tout est de les trouver. Pendant ce temps, les 3 garçons devenaient plus audacieux dans leur harcèlement, convaincus que la présence continue de Léa signifiait qu'elle était faible. Ils commencèrent à planifier quelque chose de plus grand que des flaques de boue et des chaussures volées. De retour à la maison ce soir-là, Léa mettait à jour ses dossiers de renseignement quand son père frappa à la porte de sa chambre. « Comment se passe la reconnaissance ?»« Bien. Je pense que je comprends leur dynamique maintenant. Antoine est le penseur stratégique, Lucas est l'exécuteur, et Hugo est le maillon faible. Les maillons faibles peuvent être utiles. Ils sont souvent les premiers à craquer sous la pression. « Papa ?» Léa leva les yeux de son carnet. « Et s'ils passent à la vitesse supérieure avant que je sois prête à riposter ?» L'expression du commandant Martin devint sérieuse. « Alors tu te souviens de ce que je t'ai appris sur la survie. Tu te protèges d'abord, tu t'inquiètes de la stratégie ensuite. Mais d'après ce que tu as observé, quel sera leur prochain coup, à ton avis ?» Léa considéra tout ce qu'elle avait appris sur leurs habitudes, leur personnalité, leur motivation. Quelque chose de plus grand que l'incident de la flaque d'eau. « Ils veulent que je démissionne. Alors, ils essaieront de m'humilier d'une manière qui ne peut être ignorée ou rejetée. Alors nous ferions mieux d'accélérer ton entraînement. Demain, nous commençons la phase 2. C'est quoi la phase 2 ? Le sourire de son père était aussi tranchant qu'une lame. Apprendre à transformer leur force en faiblesse. La phase 1 vise Antoine Dubois, expliqua le commandant Martin au petit déjeuner, jeudi matin. C'est le chef, donc le faire tomber envoie un message aux autres. Comment ? Son père fit glisser un dossier en manille sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de boîtes de médicaments et un petit sachet en plastique contenant des pilules blanches. « Où as-tu eu ça ?» demanda Léa, alarmée. « L'infirmerie n'est pas très bien sécurisée. Ce sont des anxiolytiques périmés qui auraient dû être éliminés correctement. » Sa voix était factuelle. « Les boîtes ont encore les informations du patient, mais les noms ont été masqués. Tu veux que je place de la drogue dans sa voiture ?
Je veux que tu crées une situation où Antoine Dubois subit de vraies conséquences pour la première fois de sa vie de privilégié. Les recruteurs universitaires ne recrutent pas d'étudiants avec des accusations de possession de drogue. Léa fixa les pilules, sentant le poids de la décision. Ça pourrait ruiner tout son avenir, tout comme il essaie de ruiner le tien. La différence, c'est que ce n'est pas toi qui as commencé cette guerre. Mais et si... Léa. La voix de son père était douce, mais ferme. Ces garçons t'ont poussé dans une flaque de boue et t'ont humilié devant tes camarades. Ils ont clairement montré qu'ils n'arrêteraient pas tant que tu ne serais pas parti. Parfois, la seule façon de gérer un harceleur est de le frapper là où ça fait le plus mal. Elle hocha lentement la tête, glissant le dossier dans son sac à dos. Vendredi après-midi, Léa attendit sur le parking après les cours, positionnée derrière une camionnette avec une vue dégagée sur la Challenger d'Antoine. La plupart des élèves étaient repartis, mais l'entraînement de football ne commencerait pas avant 30 minutes. Le timing était parfait. La Challenger d'Antoine était seule sur les places de parking premium réservées aux athlètes de terminale. Léa l'avait observé pendant une semaine et connaissait sa routine. Il allait toujours à la salle de musculation avant l'entraînement, laissant sa voiture déverrouillée car personne ne serait assez stupide pour y toucher. Elle s'approcha nonchalamment, comme si elle se dirigeait vers sa propre voiture garée 3 rangées plus loin. Quand elle fut sûre que personne ne regardait, elle ouvrit rapidement la portière passager de la Challenger. L'intérieur de la voiture sentait le parfum cher et l'arrogance. Léa glissa la boîte de médicaments sous le siège passager, la positionnant de manière à ce qu'elle soit visible pour quiconque regarderait, mais pas immédiatement évidente. Les pilules en vrac allèrent dans la console centrale, dispersées parmi la monnaie et de vieux reçus. Ses mains tremblaient en refermant la portière et en s'éloignant. 2 heures plus tard, pendant l'entraînement de football, un tuyau anonyme fut donné à la ligne d'assistance anonyme de l'école contre la drogue. L'appelant signala une activité suspecte autour du véhicule d'Antoine Dubois et suggéra que quelqu'un devrait enquêter avant que l'élève ne rentre chez lui sous influence. Le proviseur Lemoine et l'agent de sécurité du lycée, l'adjoint Pélissier, approchèrent Antoine pendant l'entraînement. « Dubois, nous devons fouiller votre véhicule », annonça l'adjoint Pélissier. « Quoi? Pourquoi ?» La confiance d'Antoine vacilla pour la première fois depuis que Léa le connaissait. Tuyau anonyme concernant une activité liée à la drogue. Ce n'est probablement rien, mais nous devons vérifier. Les coéquipiers d'Antoine se rassemblèrent, attirés par le remue-ménage. Le coach Mercier arriva en trottinant de l'autre bout du terrain. « Quel est le problème ici ?»« Juste une fouille de routine, coach. Ça ne devrait prendre que quelques minutes. » Mais ça ne prit pas quelques minutes. L'adjoint Pélissier trouva la boîte de médicaments presque immédiatement, et les pilules en vrac dans la console scellèrent le sort d'Antoine. « C'est l'ordonnance de qui ?» demanda l'adjoint, brandissant la boîte à l'étiquette masquée. « Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. » La voix d'Antoine se brisa de panique. « Vous êtes en train de dire que quelqu'un a placé de la drogue dans votre voiture déverrouillée ? » « Oui. Enfin, peut-être. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. » Le proviseur Lemoine soupira lourdement. « Antoine, c'est grave. Il semble que ce soit des substances contrôlées. Je ne prends pas de drogue. Demandez à n'importe qui. Faites-moi un test tout de suite. Ce n'est pas le problème. La possession est la possession, que vous les ayez consommées ou non. » Le coach Mercier s'avança. « Attendez un peu, monsieur le proviseur. Antoine est l'un de nos meilleurs joueurs. Il doit y avoir une erreur. Coach, je dois suivre le protocole. Antoine, je vous suspends en attendant l'enquête. L'adjoint Pélissier s'occupera des aspects légaux. » La couleur quitta le visage d'Antoine. Suspendu ? Mais les phases finales arrivent. Les recruteurs universitaires viennent nous voir. Vous auriez dû y penser avant d'amener ça à l'école, dit l'adjoint Pélissier en plaçant les preuves dans un sac en plastique. C'est insensé. Quelqu'un me tend un piège. Qui ferait ça ? Demanda le proviseur Lemoine. Les yeux d'Antoine balayèrent le cercle de visages qui l'entourait. Ses coéquipiers, ses entraîneurs,
les responsables de l'école. Pour la première fois, il avait l'air véritablement effrayé. « Je ne sais pas, mais ce n'est pas à moi !» Depuis les gradins où elle s'étirait avec l'équipe de cheerleaders, Léa regardait la scène se dérouler. Chloé se pencha et murmura « Qu'est-ce qui se passe, à ton avis ?»« On dirait qu'Antoine a des ennuis, » répondit Léa, gardant sa voix neutre. « Des ennuis de drogue, d'après ce que j'entends. »« C'est fou, Antoine n'a pas l'air du genre. »« On ne connaît jamais vraiment les gens, » dit Léa doucement. De l'autre côté du terrain, Antoine était emmené loin de l'entraînement, menotté. Lucas Bernard et Hugo Petit regardaient en silence, abasourdis, alors que leur chef était placé à l'arrière d'une voiture de police. « C'est n'importe quoi, » marmonna Lucas. « Antoine ne touche pas à ça. »« Peut-être que quelqu'un les a vraiment placés, » dit Hugo nerveusement. « Qui ferait ça ?» Les yeux d'Hugo trouvèrent Léa sur la ligne de touche. Elle effectuait des mouvements de cheerleading avec le reste de l'équipe, apparemment inconsciente du drame qui se déroulait sur le terrain de football. « Je ne sais pas, » dit-il lentement, « mais Antoine s'est fait beaucoup d'ennemis dernièrement. » Ce soir-là, le journal local rapporta l'arrestation d'un quarterback vedette de lycée pour possession de drogue. Le père d'Antoine engagea un avocat coûteux en quelques heures, mais le mal était déjà fait. L'Université d'État retira son offre de recrutement ce soir-là et l'Université d'Alabama suivit le lendemain matin. Chez les Martin, Léa et son père regardèrent le reportage en dînant. « Phase interminée, » dit le commandant Martin doucement. « Je devrais me sentir bien, » dit Léa en poussant la nourriture dans son assiette. « Mais je me sens juste vide. C'est normal. La justice n'est pas toujours satisfaisante sur le moment. Mais pose-toi cette question. Combien d'autres élèves ne seront pas harcelés parce qu'Antoine Dubois a appris que ses actions ont des conséquences? » Léa hocha la tête, pensant à tous les enfants qui pourraient éviter l'humiliation qu'elle avait subie. C'est quoi la phase 2? Lucas Bernard. Et cette fois, nous allons le laisser se détruire tout seul. L'arrestation d'Antoine provoqua une onde de choc au lycée Victor Hugo. Le lundi matin, tout le monde savait que le quarterback vedette faisait face à de graves accusations et avait perdu ses bourses universitaires. L'équipe de football semblait sous le choc, et Lucas Bernard avait comblé le vide de leadership avec une rage à peine contenue. « Tout ça, c'est n'importe quoi », dit Lucas à voix haute pendant le déjeuner, sa voix portant à travers la cafétéria. « Antoine ne touche pas à ça. Quelqu'un lui a tendu un piège. » Sa petite amie, Élodie, lui frotta l'épaule d'un air apaisant. Peut-être que les charges ne tiendront pas. Peut-être qu'il récupérera ses bourses. Jamais. Les universités ne prennent pas de risques avec des joueurs ayant un casier judiciaire pour drogue. Le poing de Lucas se serra autour de son sandwich. Quelqu'un a détruit sa vie. Et je vais découvrir qui. Léa était assise 3 tables plus loin, mangeant tranquillement tout en écoutant chaque mot. Elle pouvait sentir les yeux de Lucas scanner la cafétéria, cherchant des suspects, quelqu'un à blâmer. Cet après-midi-là, le commandant Martin examina les dossiers de renseignement sur Lucas Bernard. La famille a des difficultés financières, nota-t-il. Le père travaille dans la construction. La mère est secrétaire à temps partiel. Lucas a besoin de cette bourse de football, sinon c'est l'université locale et des prêts étudiants. Donc on vise aussi ses chances de bourse? Son père hocha la tête d'un air sombre. Mais Lucas est différent d'Antoine. Il n'est pas un privilégié. Il est désespéré. Et les gens désespérés sont plus dangereux. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Lucas est du genre à recourir à la violence quand il est acculé. Nous devons être très prudents dans notre façon de gérer ça. Il sortit un petit appareil de vapotage et plusieurs petits sachets. Ta collecte de renseignements à payer. Lucas vend des vapoteuses aux élèves des classes inférieures derrière le gymnase. Léa fixa l'épreuve. Comment as-tu... Je l'ai suivi hier après l'école. Je l'ai vu faire 3 ventes à des élèves de seconde. 50 € chacun pour des appareils qui lui en coûtent 20 en ligne. Donc il enfreint déjà la loi. Exactement. Nous n'avons pas besoin de placer des preuves cette fois. Nous devons juste nous assurer que les bonnes personnes découvrent ce qu'il fait déjà.
Léa se sentait partagée. « Papa, et si ça ruine tout son avenir? Sa famille a vraiment besoin de l'argent de cette bourse. » L'expression du commandant Martin devint sérieuse. « Léa, c'est la partie la plus difficile de toute opération. Se demander si ses actions sont justifiées. Mais souviens-toi de ce que Lucas t'a fait. Souviens-toi de la façon dont il a ri quand tu étais couverte de boue. Je sais, mais... Et souviens-toi qu'il vend de la nicotine à des jeunes de 14 ans pour le profit. Lucas Bernard a fait ses choix bien avant que nous n'intervenions. Ce soir-là, Léa se débattit avec la décision. Elle pensa au désespoir de Lucas, aux difficultés financières de sa famille, à son regard quand Antoine avait été arrêté. Mais ensuite, elle se souvint de ses mains lui attrapant les bras, de sa voix disant « Les gens comme vous », du son de son rire alors qu'elle était assise dans cette flaque de boue. Mardi après-midi, elle fit son choix. Pendant l'heure de vente habituelle de Lucas derrière le gymnase, Léa se positionna dans le bâtiment d'art voisin avec la caméra de son téléphone prête. Elle regarda Lucas effectuer 2 transactions avec des garçons de seconde, échangeant clairement de l'argent contre des appareils de vapotage. Elle enregistra tout. Mercredi matin, elle soumit anonymement la vidéo au bureau du proviseur Lemoine, ainsi que des captures d'écran montrant les transactions Venmo de Lucas avec des horodatages correspondant aux preuves vidéo. La confrontation eut lieu pendant le cours de chimie de 3e heure. Le proviseur Lemoine et l'adjoint Pélissier firent sortir Lucas de la classe, et 20 minutes plus tard, ils fouillaient son casier. Ils trouvèrent 12 appareils de vapotage, des petits sachets de recharge de nicotine et près de 300 € en espèces enroulés dans un élastique. Les protestations de Lucas résonnèrent dans le couloir. « C'est un coup monté. Quelqu'un vise notre équipe. Monsieur Bernard, nous avons des preuves vidéo de vous vendant ces appareils à des mineurs, » répondit fermement le proviseur Lemoine. « Ce n'est pas un coup monté. C'est vous qui êtes tenu responsable de vos actes. Vous ne comprenez pas. Ma famille a besoin. Votre famille avait besoin que vous fassiez de meilleurs choix. Vous êtes suspendu en attendant le conseil de discipline qui statuera sur votre exclusion. La police s'occupera des poursuites pénales pour distribution de produits à base de nicotine à des mineurs. » À l'heure du déjeuner, la nouvelle s'était répandue dans tout le lycée. Lucas Bernard, le linebacker courtisé par 3 universités d'État, faisait face à des poursuites pénales et à une exclusion. Élodie trouva Léa à son casier après l'école. « T'as entendu pour Lucas ? » ?»« Ouais, c'est partout dans le lycée. Assez choquant. Il dit que quelqu'un lui a tendu un piège, que quelqu'un vise les joueurs de football. »« Qui ?» Élodie étudia attentivement le visage de Léa. « Tu ne saurais rien à ce sujet par hasard ?» Léa soutint son regard fermement. « Pourquoi saurais-je quoi que ce soit sur le business illégal de Lucas ? Je ne sais pas. C'est juste un timing bizarre, avec l'arrestation d'Antoine, et maintenant ça. Peut-être qu'ils ne sont juste pas aussi parfaits que tout le monde le pensait. » L'expression d'Élodie se durcit. Lucas va tout perdre à cause de ça. Les mots frappèrent Léa plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle pensa au visage désespéré de Lucas, aux difficultés financières de sa famille, aux répercussions de ses actions. « C'est vraiment triste, » dit-elle doucement. Mais Lucas a fait ses propres choix. Alors qu'Élodie s'éloignait, Léa sentit le poids de ce qu'elle avait fait. La justice, avait dit son père, n'était pas toujours satisfaisante. Parfois, elle était juste lourde. Mais il restait encore une cible à gérer. Et Hugo Petit commençait déjà à craquer sous la pression. Avec Antoine exclu et Lucas faisant face à des poursuites pénales, Hugo Petit avait atteint son point de rupture. Mardi soir, il passa les appels qui allaient tout changer. « Il faut qu'on se voie », dit-il à Antoine au téléphone. « Tous les 3. J'ai compris qui nous fait ça. » « Nous fait quoi ?» La voix d'Antoine était amère depuis son assignation à résidence. « Allons, Antoine, tu penses vraiment que c'est une coïncidence si on s'est tous fait prendre juste après avoir emmerdé cette cheerleader noire ?» Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, « Tu penses qu'elle est derrière tout ça ? Je sais qu'elle l'est. Pense-y.
D'abord, tu te fais arrêter pour drogue, juste après qu'on l'ait poussé dans la boue. Puis Lucas se fait prendre en train de vendre des vapoteuses. Quelqu'un nous a observés, a rassemblé des preuves. C'est impossible. C'est juste une lycéenne. Vraiment? T'as déjà remarqué qu'elle ne riposte jamais? Qu'elle encaisse tout ce qu'on lui fait avec ce regard calme? Comme si elle préparait quelque chose? Une autre longue pause. Retrouve-moi chez Lucas dans 1 heure. Je trouverai un moyen de venir sans que mes parents le sachent. 1 heure plus tard, les 3 garçons étaient assis dans le garage de Lucas. Leur assurance habituelle remplacée par un mélange de peur et de rage. « C'est de la folie », dit Lucas après qu'Hugo ait exposé sa théorie. « Tu dis qu'une cheerleader a orchestré notre chute. Je dis que quelqu'un l'a fait, et c'est la seule personne qui a un mobile, » répondit Hugo. « Pensez-y. Qui d'autre voudrait nous détruire ?» Antoine se pencha en avant, l'expression sombre. « Même si tu as raison, qu'est-ce qu'on est censé faire? Je suis assigné à résidence, Lucas fait face à des accusations, et tu es sur le point d'être exclu. » « C'est exactement pour ça qu'on doit s'en occuper, » dit Hugo, sa voix gagnant en confiance alors que le désespoir le rendait audacieux. « Si elle a joué avec nous, alors il est temps de lui montrer ce qui se passe quand on s'en prend aux mauvaises personnes. »« De quoi tu parles ?» demanda Lucas. « Je parle d'en finir. On la trouve, on la coince quelque part en privé, et on obtient des réponses. Et ensuite ?» La voix d'Antoine était dangereusement calme. Les yeux d'Hugo brillèrent de malice. « Ensuite, on s'assure qu'elle comprend que certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. » Lucas hocha lentement la tête. « J'aime bien ça. Elle veut jouer salement? Montrons-lui à quel point on peut être sale. C'est notre chance de reprendre le contrôle. » Continua Hugo, se nourrissant de leur colère grandissante. « Elle se croit intelligente. Pense qu'elle peut détruire nos vies et s'en tirer. Il est temps de lui apprendre que les actions ont des conséquences. » Antoine sortit son téléphone. « D'abord, on doit savoir où elle habite. On ne peut pas la coincer à l'école avec toutes les caméras et les témoins. »« Comment on trouve ça ?» demanda Hugo. « Facile. L'annuaire de l'école a les adresses de tout le monde pour les contacts d'urgence. » Lucas attrapa son ordinateur portable. Ma mère a toujours accès au portail des parents depuis qu'elle était trésorière de l'association des parents d'élèves. 20 minutes plus tard, ils avaient ce dont ils avaient besoin. 1247 rue des Érables, un quartier résidentiel calme à environ 15 minutes du lycée. « Parfait, » dit Antoine en étudiant l'adresse sur Google Street View. « On dirait une maison de banlieue normale. Probablement pas de caméra de sécurité. Bien isolée. » Antoine se leva, les poings serrés. « Ça se termine ce soir. Elle pense qu'elle peut ruiner nos vies et s'en aller comme ça? Il est temps de lui montrer ce que sont les vraies conséquences. »« Et si elle appelle la police ?» demanda Hugo, soudainement nerveux. « Elle n'en aura pas l'occasion, » répondit froidement Antoine. « On fait ça vite et bien. On obtient nos réponses, on fait passer notre message, et on s'en va. »« Et si ses parents se réveillent ?» s'interrogea Lucas. « Alors on improvise, » dit Antoine. « Mais d'une manière ou d'une autre, ça s'arrête ce soir. » Les 3 garçons passèrent l'heure suivante à planifier leur confrontation, poussés par le désespoir et la logique dangereuse d'animaux acculés. « Souvenez-vous, » dit Antoine alors qu'il se préparait à partir. « On n'est pas là pour lui faire du mal. On est là pour obtenir la vérité et s'assurer qu'elle connaît le prix à payer pour nous avoir cherchés. C'est ça, acquiesça Lucas. Juste une conversation très sérieuse. » Hugo hocha la tête, essayant de se convaincre qu'ils n'étaient pas sur le point de faire quelque chose qu'ils regretteraient tous. Léa avait pris l'habitude de faire des promenades nocturnes dans son quartier, en partie pour l'exercice et en partie pour se vider la tête après le stress des dernières semaines. Son père l'avait encouragée, disant que maintenir des activités normales était important pour la santé psychologique pendant les opérations. Mercredi soir, à 20h30, elle entama son parcours habituel à travers les rues tranquilles de la banlieue. Le soleil s'était couché 1 heure auparavant, et la plupart des familles s'installaient pour la nuit. Les lampadaires projetaient de longues ombres entre les maisons, et les seuls sons
étaient des émissions de télévision lointaines et le passage occasionnel d'une voiture sur la route principale. Elle était à 3 pâtés de maison de chez elle, passant devant le parc de la rivière, quand elle entendit un moteur de voiture ralentir derrière elle. L'entraînement de Léa se déclencha immédiatement. Elle ne se retourna pas, mais utilisa sa vision périphérique et le reflet dans la vitre d'une voiture garée pour évaluer la menace. Un pick-up sombre avançait lentement le long du trottoir, s'adaptant à son rythme. La voix de son père résonna dans son esprit. « Quand tu es suivi, ne les laisse jamais choisir le lieu de la confrontation. Soit tu les sèmes, soit tu forces la rencontre selon tes propres termes. » Le parc offrait trop de cachettes et aucun témoin. Mieux valait rester dans la rue où les lumières des Porsche et une aide potentielle étaient à proximité. Elle accéléra légèrement le pas, se dirigeant vers le prochain carrefour où elle pourrait rebrousser chemin vers sa maison. Les portières du pick-up claquèrent derrière elle. « Salut, Léa !» Elle reconnut immédiatement la voix d'Antoine. Son pouls s'accéléra, mais elle continua de marcher, sortant son téléphone pour appeler son père. « N'y pense même pas !» vint la voix de Lucas de son côté droit. Il avait contourné par le parc et bloquait maintenant son chemin vers le carrefour. Hugo apparut de derrière une voiture garée sur sa gauche, complétant le triangle. Ils avaient planifié cette embuscade avec soin. « Il faut qu'on parle », dit Antoine en s'approchant par derrière. « Et cette fois, papa n'est pas là pour te protéger. » Léa s'arrêta de marcher et se tourna pour leur faire face, gardant les trois dans son champ de vision. La maison la plus proche était à 50 mètres, et la lumière du porche était éteinte. Aucun témoin. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, sa voix stable malgré l'adrénaline qui inondait son système. « On veut des réponses, » répondit Antoine en s'approchant. « On sait que tu es derrière tout ce qui nous est arrivé. Je ne vois pas de quoi vous parlez. » « Arrête de mentir. » Le visage de Lucas était rouge de colère. D'abord, Antoine se fait prendre pour drogue juste après qu'on t'ait appris une leçon. Puis, je me fais prendre en train de vendre des vapoteuses. Tu nous prends pour des idiots ? Je pense que vous vous êtes mis dans le pétrin tout seul et que vous avez besoin de quelqu'un à blâmer. La voix d'Hugo tremblait de peur et de colère. Tu as détruit leur vie. Antoine a perdu ses bourses. Lucas fait face à des accusations. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Les actions ont des conséquences, répondit calmement Léa. Vous auriez peut-être dû y penser avant de poser les mains sur moi. Les mots claquèrent comme une gifle. L'expression d'Antoine s'assombrit de reconnaissance. Donc, tu l'admets ? Tu as planifié tout ça. J'admets que les brutes finissent par faire face à la justice, d'une manière ou d'une autre. Lucas fit un autre pas en avant, les poings serrés. La justice ? Tu penses que ruiner notre avenir est une justice pour une stupide blague ? Une stupide blague ? Le calme apparent de Léa se fissura légèrement. Vous m'avez humilié devant la moitié du lycée. Vous avez déchiré mon uniforme. Vous m'avez fait me sentir impuissante et effrayée. Bien, gronda Antoine. Peut-être que maintenant tu comprends ce qu'on ressent. La différence, c'est que vous avez choisi d'être des brutes. J'ai choisi de me battre. Eh bien, félicitations, dit Lucas. Tu as gagné. On est tous foutus. Heureuse maintenant ? Pas encore. L'aveu resta en suspens dans l'air comme un défi. Les yeux d'Antoine se plissèrent dangereusement. Qu'est-ce que tu veux de plus de nous ? Je veux que vous compreniez qu'il y a des gens dans ce monde que vous ne pouvez pas intimider. Des gens qui ne seront pas des victimes juste parce que vous pensez qu'ils devraient l'être. Hugo s'avança, le visage tordu par le désespoir. On a compris, d'accord ? Tu es forte, tu es intelligente, tu nous as battus. On peut juste dire qu'on est quitte maintenant ? Quitte ? La voix de Léa s'éleva légèrement. Vous pensez qu'on est quitte ? Vous trois contre une fille, me coinçant dans le noir comme des lâches ? On n'est pas des lâches, explosa Lucas en se jetant sur elle. Léa était prête. Elle esquiva la charge de Lucas d'un pas de côté et lui enfonça son coude dans les côtes alors qu'il passait. Il trébucha, le souffle coupé, et elle pivota immédiatement pour faire face à Antoine qui se précipitait sur elle par derrière.
L'entraînement de son père prit complètement le dessus. Frapper vite, frapper fort, créer de la distance. Antoine tendit les bras pour l'attraper, mais Léa se baissa sous ses bras et lui enfonça le poing dans le plexus solaire. Alors qu'il se pliait en deux, elle leva son genou vers son visage, mais il réussit à se détourner à la dernière seconde. Hugo essaya de l'attraper par le côté, mais Léa pivota et attrapa son poignet, utilisant son élan pour le faire basculer par-dessus sa hanche. Il heurta l'asphalte durement, poussant un cri de douleur. Lucas s'était remis et revint vers elle, cette fois plus prudemment. Il était plus grand et plus fort, mais Léa était plus rapide et mieux entraînée. Elle fit une feinte à gauche, puis frappa à droite, la paume de sa main heurtant son nez avec un craquement sec. Le sang gicla alors qu'il reculait en chancelant. Antoine, encore essoufflé mais furieux, sortit quelque chose de sa poche. Un couteau. « Assez joué, haleta-t-il. Tu veux jouer à la guerre ? Jouons à la guerre. » La lame brilla sous le lampadaire alors qu'il avançait. L'esprit de Léa devint limpide, chaque leçon que son père lui avait enseignée sur la défense contre les armes lui revenant en mémoire. « Antoine, non !» cria Hugo depuis le sol. « C'est de la folie !» Mais Antoine était au-delà de la raison, poussé par le désespoir et la rage. Il se jeta en avant avec le couteau, visant son abdomen. Léa attrapa son poignet à deux mains, utilisant son élan pour dévier la lame loin de son corps. Elle tordit brusquement, appliquant une pression sur l'articulation de son pouce jusqu'à ce qu'il crie et lâche l'arme. Avant qu'il ne puisse se remettre, elle lui enfonça son genou dans l'estomac et enchaîna avec un uppercut qui fit basculer sa tête en arrière. Antoine s'effondra, à moitié conscient et saignant. 3 adversaires à terre en moins de 30 secondes. Léa se tenait au-dessus d'eux, respirant fort mais indemne, alors que la réalité de ce qui venait de se passer s'imposait à elle. Ces garçons l'avaient coincée dans le noir avec un couteau, et elle les avait tous battus. Au loin, elle entendit des sirènes approcher. Quelqu'un avait appelé la police. Il était temps de faire face aux conséquences, toutes les conséquences. La première voiture de police arriva en moins de 3 minutes, ses gyrophares déchirant l'obscurité de la rue de banlieue. L'agent Moreau sortit, la main posée sur son arme alors qu'elle évaluait la scène. 3 adolescents au sol, plus ou moins blessés. Une jeune fille debout, calmement à proximité, et un couteau brillant sur l'asphalte. « Personne ne bouge !» ordonna-t-elle. « Les mains où je peux les voir. » Léa leva lentement les mains. « Ah, madame l'agente, je m'appelle Léa Martin. Ces 3 garçons m'ont coincé et l'un d'eux a sorti un couteau. Je me suis défendu. Lucas était assis, le sang coulant de son nez cassé. C'est elle qui nous a attaqués. On essayait juste de lui parler. « Avec un couteau ?» demanda l'agente Moreau en désignant l'arme près du corps inconscient d'Antoine. « Ce n'est pas le nôtre », protesta Hugo en se relevant avec une grimace. « Elle a dû le placer là !» Une deuxième voiture arriva, suivie rapidement par une ambulance. Le partenaire de l'agente Moreau, l'adjoint Pélissier, commença à sécuriser la scène, tandis que les ambulanciers s'occupaient d'Antoine, qui reprenait vaguement conscience. « Je dois appeler mon père », dit calmement Léa. « Vous n'appellerez personne tant qu'on n'aura pas tiré ça au clair, » répondit l'agente Moreau. « Que s'est-il passé ici ? Ils m'ont suivi depuis ma maison et m'ont coincé. Ils ont menacé ma famille plus tôt cette semaine, et ce soir ils sont venus mettre leurs menaces à exécution. »« C'est un mensonge !» cracha Lucas du sang sur le trottoir. « Ça fait des semaines qu'elle nous tend des pièges. Elle a fait arrêter Antoine, m'a fait prendre pour vente de vapoteuse, et maintenant, elle essaie de nous faire accuser d'agression. » L'adjoint Pélissier leva les yeux de l'endroit où il photographiait le couteau. « Ça correspond à la description d'une lame volée dans le garage des Dubois la semaine dernière. La famille a signalé sa disparition. » Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent alors qu'il s'asseyait contre le pare-choc de l'ambulance. « Je n'ai rien volé. Quelqu'un a tout planifié. » À ce moment, la voiture du commandant Martin déboula au coin de la rue. Il avait surveillé les scanners de la police et reconnu le nom de sa fille dans la dépêche. Il se gara rapidement,
et s'approcha de la scène, sa prestance militaire évidente à chaque pas. « Monsieur, c'est une scène de crime », avertit l'agent Moreau. « C'est ma fille », répondit-il en sortant sa carte d'identité. « Commandant David Martin, commandos marine à la retraite. Quel est son statut ? Elle semble indemne. Elle prétend avoir été attaquée par ces 3 garçons. » Le commandant Martin examina la scène avec des yeux de professionnel. 3 adversaires plus grands à terre, sa fille debout calmement. Une arme qui ne lui appartenait manifestement pas. La fierté et l'inquiétude se lisaient sur son visage. « Léa, es-tu blessée ? »« Non, papa, je vais bien. »« As-tu suivi le protocole ? » ?»« Oui, mon commandant. J'ai essayé d'éviter la confrontation. J'ai appelé à l'aide quand je ne pouvais pas, et j'ai utilisé la force minimale nécessaire une fois acculé. » L'agent Moreau fronça les sourcils. « Protocole ? Quel genre de protocole ? » « Entraînement à l'autodéfense, » expliqua le commandant Martin. « J'enseigne à ma fille des techniques de protection de base depuis que ces garçons ont commencé à la harceler à l'école. »« La harceler comment ?» Avant que Léa ne puisse répondre, Lucas explosa. « C'est de la folie! Elle détruit nos vies. Antoine a perdu ses bourses universitaires à cause d'elle. »« Parce qu'il a amené de la drogue à l'école, » répondit Léa d'un ton égal. « De la drogue que tu as placée. » « Prouve-le. » L'adjoint Pélissier s'avança. « Nous allons avoir besoin que tout le monde vienne au poste pour faire une déposition. C'est une situation complexe avec de multiples allégations. Ma fille ne répondra à aucune question sans la présence d'un avocat, » dit fermement le commandant Martin. « Papa, ce n'est pas grave. Je n'ai rien à cacher. » Antoine se releva avec difficulté, soutenu par un ambulancier. « Vous entendez ça ? Elle n'a rien à cacher parce qu'elle a tout planifié à la perfection. »« Planifié quoi, exactement ?» demanda l'agent Moreau. « Se venger de nous pour l'avoir remise à sa place à l'école. » Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un aveu de culpabilité. L'expression du commandant Martin se durcit. « Donc vous admettez avoir pris ma fille pour cible à l'école ?» Hugo, réalisant l'erreur d'Antoine, tenta de faire marche arrière. « Ce n'était pas comme ça. C'était juste des trucs normaux de lycée. »« Normal ?» La voix de Léa portait une pointe de colère pour la première fois. « Me pousser dans une flaque de boue et déchirer mon uniforme devant tout le monde, c'était normal ? Tu n'avais pas ta place dans notre équipe, » cria Lucas. « Tu n'as jamais eu ta place dans notre lycée. » L'agent Moreau échangea un regard avec son partenaire. Les sous-entendus racistes des déclarations des garçons devenaient impossibles à ignorer. « Je pense que nous devons avoir des conversations très sérieuses au commissariat, » dit-elle. « Sur le harcèlement, l'agression avec une arme mortelle et les violations des droits civiques. »« Droits civiques ?» La voix d'Hugo se brisa de panique. « Cibler quelqu'un en raison de sa race est un crime, mon garçon. Et d'après ce que j'entends, c'est exactement ce qui s'est passé ici. » Les 3 garçons se regardèrent avec une horreur grandissante alors que les implications juridiques s'imposaient à eux. Ce qui avait commencé comme du harcèlement pour une place dans l'équipe de cheerleading était maintenant potentiellement une enquête pour crime de haine. Le commandant Martin posa une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « Agent Moreau, ma fille documente le harcèlement depuis des semaines. Nous avons des preuves de menaces croissantes et de ciblage racial. Ce soir n'était que l'aboutissement inévitable. Nous aurons besoin de voir ces preuves. Vous les aurez dans l'heure. » Alors que les garçons étaient embarqués dans des voitures de police séparées, Léa s'autorisa enfin à respirer. La confrontation était terminée, mais la vraie bataille, pour la justice, ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent l'arrestation transformèrent la vie de Léa d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Ce qui avait commencé comme un combat personnel pour la dignité devint un débat national sur le harcèlement, le racisme et la justice dans les écoles françaises. Le premier grand changement survint lorsque la police judiciaire ouvrit une enquête pour crime de haine. La commissaire Sophie Kim arriva chez les Martin 3 jours après l'attaque. Son badge et son attitude sérieuse rendant les enjeux limpides. L'attaque au couteau n'était que l'aboutissement, expliqua la commissaire Kim à Léa et à son père dans leur salon. Nous constituons un dossier sur le harcèlement systématique fondé sur la race.
Cela va au-delà de l'agression. C'est une violation des droits fondamentaux. Le commandant Martin hocha la tête d'un air sombre. « De quoi avez-vous besoin de notre part ?»« De tout. Chaque SMS, chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque déclaration de témoin. Nous allons construire un dossier en béton qui enverra un message. » Pendant ce temps, les familles des 3 garçons s'activaient pour gérer la crise. Le père d'Antoine Dubois engagea Maître Henri Valois, l'avocat pénaliste le plus cher de la région, pour 50 000 €. La famille de Lucas Bernard hypothéqua sa maison pour s'offrir une représentation légale. La mère d'Hugo Petit faisait des heures supplémentaires pour payer un avocat commis d'office. L'attention médiatique commença par un reportage local, mais explosa lorsqu'une vidéo du combat fit surface. La sonnette connectée d'un voisin avait capturé toute la confrontation, montrant 3 grands garçons coinçant une jeune fille, Antoine sortant un couteau et Léa battant systématiquement les 3 agresseurs. Une adolescente repousse ses agresseurs racistes, titraient les journaux nationaux. Les chaînes d'information en continu diffusaient les images en boucle. Les réseaux sociaux explosèrent de soutien pour Léa et d'indignation face aux actions des garçons. 2 semaines après l'arrestation, un grand journaliste de la télévision interviewa Léa et son père dans leur salon. « Léa, quand ces 3 garçons vous ont coincé cette nuit-là, à quoi pensiez-vous » demanda le journaliste. « Que c'était à ça que mon père m'avait préparé » répondit calmement Léa. « Pas au combat lui-même, mais au moment où j'ai dû choisir entre être une victime ou me défendre. Commandant Martin, vous avez appris à votre fille à se battre. Avez-vous des regrets à ce sujet ?» L'expression de David Martin était d'acier. « Mon seul regret est que cela ait été nécessaire. Mais je préfère avoir une fille qui peut se défendre plutôt qu'une qui souffre en silence. » L'interview attira 20 millions de téléspectateurs et déclencha des débats nationaux sur l'autodéfense, la responsabilité parentale et le racisme systémique dans les écoles. À Saint-Denis, la communauté était profondément divisée. De nombreux habitants soutenaient Léa et louaient son courage. D'autres pensaient que les garçons étaient injustement poursuivis pour un comportement typique d'adolescent. Le rectorat se retrouva sous enquête ministérielle. Le proviseur Lemoine fut mis en congé administratif en attendant l'examen de la manière dont le harcèlement avait été géré. Le coach Mercier fut renvoyé immédiatement lorsque les enquêteurs découvrirent qu'il avait été au courant du comportement des garçons et n'avait rien signalé. 3 mois après le début de la procédure judiciaire, les négociations de plaidés coupables commencèrent sérieusement. Les preuves étaient accablantes. Des SMS planifiant l'attaque, des publications sur les réseaux sociaux pleines d'insultes racistes, des témoignages sur des mois de harcèlement, et la vidéo de la sonnette montrant l'agression. L'avocat d'Antoine Dubois, Maître Valois, rencontra la procureure de la République, Madame Legrand, dans son bureau un mardi matin pluvieux. « Mon client est prêt à plaider coupable pour agression simple », offrit Valois. « Pas de qualification de crime de haine. Il fait 18 mois, et tout ça se tasse discrètement. » Madame Legrand rit froidement. « Votre cliente a apporté un couteau pour attaquer une jeune fille de 16 ans à cause de sa race. Nous l'avons en vidéo. Le plaidoyer est pour agression avec une arme, association de malfaiteurs et crime à caractère raciste. 4 ans, minimum. C'est tout son avenir. Il aurait dû y penser avant de décider de terroriser une enfant. » Valois tenta une autre approche. « Et s'il présente des excuses publiques, montre du remords ?» A-t-il montré du remords? Valois resta silencieux un long moment. Il a du mal à gérer la situation. La police judiciaire a intercepté ses appels depuis la prison hier. Il a traité mademoiselle Martin de négresse 6 fois et a promis de finir le travail à sa sortie. Cela ressemble-t-il à du remords, selon vous? Le visage de l'avocat se décomposa. Le dossier de son client venait de devenir sans espoir. Des conversations similaires eurent lieu avec les avocats de Lucas et Hugo. Les communications de Lucas étaient pleines de fantasmes violents de vengeance. Seul Hugo montra un remords sincère,
écrivant des lettres d'excuses et participant à des séances de sensibilisation au racisme. La pression de la communauté s'intensifia à l'approche de la date du procès. Le programme de football du lycée Victor Hugo fut suspendu pour la saison. Le conseil d'administration du lycée organisa des réunions d'urgence sur de nouvelles politiques anti-harcèlement. La valeur immobilière dans le secteur commença à baisser alors que les familles envisageaient de déménager pour fuir la publicité négative. La famille d'Antoine Dubois ressentit l'impact économique le plus durement. Dubois. Construction perdit 3 contrats majeurs lorsque les clients refusèrent de travailler avec l'entreprise. La mère d'Antoine, qui travaillait comme agent immobilier, se retrouva face à des clients peu enclins à être représentés par la mère de ce garçon raciste. Le père de Lucas Bernard fut licencié de son emploi dans la construction lorsque l'entreprise décida que son association avec l'affaire était mauvaise pour les affaires. Sa mère augmenta ses heures au restaurant, mais la famille était au bord de la faillite. La mère divorcée d'Hugo Petit luttait plus que tout. En tant qu'aide-soignante, elle faisait face à des questions et des jugements constants de la part de ses collègues. Plusieurs membres de la famille élargie d'Hugo coupèrent les ponts, honteux d'être associés à l'affaire. Les garçons eux-mêmes étaient détenus dans des établissements séparés pour empêcher la coordination de leurs histoires. Antoine, logé dans la prison pour adultes du département en raison de l'accusation d'armes, se fit rapidement une réputation pour son attitude raciste et ses fréquents problèmes disciplinaires. Lucas, dans le centre pour mineurs, passait la plupart de son temps en quartier de protection après plusieurs bagarres avec d'autres détenus qui avaient vu les reportages. Hugo, également en détention pour mineurs, participait à des programmes de conseil et écrivait des dizaines de lettres d'excuses que son avocat espérait pouvoir influencer la sentence. 6 mois après l'attaque, l'attention médiatique avait généré une proposition de documentaire, des offres de livres et des demandes de conférences pour Léa. Elle les refusa toutes, se concentrant plutôt sur ses notes et son nouveau rôle de déléguée des élèves, un poste qu'elle remporta haut la main. Les accords de plaider coupable furent finalisés en février. Antoine plaiderait coupable de toutes les charges en échange d'une peine recommandée de 4 ans. Lucas accepterait 3 ans pour son rôle d'exécuteur principal. Hugo, avec sa coopération et son remords démontré, plaiderait pour 18 mois en centre de détention pour mineurs. L'audience finale eut lieu par un froid matin de mars. Le palais de justice était entouré de manifestants, certains soutenant Léa et réclamant justice, d'autres affirmant que les garçons étaient injustement punis. Les camions des médias s'alignaient dans la rue sur des centaines de mètres. À l'intérieur, la juge Catherine Renaud examina une dernière fois le dossier avant que la salle d'audience bondée ne soit appelée à l'ordre. Elle siégeait depuis 30 ans, traitant de tout, de la fraude en col blanc aux affaires de meurtre. Mais l'affaire de crime de haine du lycée Victor Hugo avait attiré plus d'attention que tout autre cas de sa carrière. Nous sommes ici pour le prononcé de la peine des accusés Dubois, Bernard et Petit, qui ont plaidé coupables des chefs d'accusation d'agression, d'association de malfaiteurs et de crimes à caractère raciste, annonça-t-elle. Léa était assise à côté de la procureure Legrand, vêtue d'une simple robe bleue que sa mère lui avait achetée pour l'occasion. Derrière elle, le commandant Martin observait avec une prestance militaire, flanqué de partisans de l'école et de la communauté. Chloé Durand et plusieurs autres cheerleaders avaient fait le déplacement pour montrer leur soutien. De l'autre côté de l'allée, les 3 garçons étaient assis avec leurs avocats, leurs familles remplissant les rangs derrière eux. Les parents d'Antoine semblaient vieillis par le stress et l'humiliation publique. La famille de Lucas paraissait épuisée financièrement et émotionnellement. La mère d'Hugo pleurait doucement, ayant déjà perdu son fils au profit du système judiciaire. La procureure Legrand se leva pour prononcer son réquisitoire final. « Madame la juge, cette affaire représente plus qu'un simple harcèlement scolaire qui a mal tourné. Les accusés se sont livrés à une campagne systématique de harcèlement racial qui a abouti à une agression préméditée avec une arme mortelle. Les preuves montrent des mois de planification, de coordination et une escalade de la violence motivée par la haine.
Elle ouvrit un épais dossier. Des SMS entre les accusés qualifient mademoiselle Martin de cette cheerleader négresse et discutent de diverses manières de se débarrasser d'elle. Des publications sur les réseaux sociaux les montrent encourageant d'autres à la harceler. Des témoignages confirment qu'ils lui ont rendu la vie misérable pendant des mois avant l'attaque finale. Maître Valois, l'avocat d'Antoine, tenta de limiter les dégâts. « Madame la juge, mes clients étaient des adolescents confus et en colère qui ont fait de mauvais choix. Ils ont déjà perdu leurs opportunités universitaires, leur avenir, leur réputation. Ils ont appris leur leçon par les conséquences. »« Vraiment ?» rétorqua Madame Legrand en sortant des transcriptions. « Hier, nous avons intercepté des communications depuis la prison où M. Dubois qualifie la victime d'insultes racistes et promet de finir ce qu'on a commencé à sa libération. M. Bernard a fait des déclarations similaires sur sa vengeance. » La salle d'audience murmura de dégoût. Le père d'Antoine s'affaissa visiblement dans son fauteuil, réalisant que son fils venait de sceller son propre sort. La juge Renaud étudia les documents avec un mécontentement croissant. « Monsieur Dubois, levez-vous. » Antoine se leva en tremblant, sa combinaison orange contrastant vivement avec le blouson d'équipe coûteux qu'il portait autrefois avec fierté. « En 30 ans de magistrature, j'ai vu beaucoup de jeunes gens faire des erreurs et en tirer des leçons. Mais ce que vous et vos coaccusés avez fait va bien au-delà de l'erreur d'adolescent. Vous avez ciblé une camarade de classe en raison de sa race, intensifié ce harcèlement sur plusieurs mois, et finalement l'avez attaqué avec une arme mortelle tout en proférant des menaces contre sa famille. » Valois tenta d'interrompre. « Madame la juge, si je peux m'adresser… » « Vous ne pouvez pas. » La voix de la juge Renaud était tranchante comme l'acier. « Monsieur Dubois, vous étiez le meneur de ce complot. Vous avez planifié l'attaque, apporté l'arme et mené l'agression. Vos communications récentes ne montrent aucun remords, seulement une haine raciale continue et des menaces de violence. » Les jambes d'Antoine semblèrent flancher. « S'il vous plaît, madame la juge, j'ai fait une erreur. De multiples erreurs. Sur des mois, avec une intention malveillante calculée et une animosité raciale claire. » Elle consulta ses barèmes de peine. « Je vous condamne à 4 ans de prison ferme, suivi de 3 ans de mise à l'épreuve, avec un suivi socio-judiciaire, incluant une obligation de participer à un stage de sensibilisation au racisme. Vous êtes banni à vie de tous les établissements du rectorat de l'Académie de Créteil, et il vous est interdit de contacter la victime ou sa famille. » La mère d'Antoine éclata en sanglots derrière lui. Son père resta de marbre, fixant la destruction complète de l'avenir de son fils et de la réputation de sa famille. « Monsieur Bernard, levez-vous. » Lucas se leva, les mains visiblement tremblantes. Sa famille n'avait pas les moyens de s'offrir un avocat comme celui d'Antoine, et son avocat commis d'office semblait dépassé par l'attention nationale. Vous avez été un participant actif à ce complot. Vos communications montrent que vous avez encouragé la violence, utilisé des épithètes raciales à plusieurs reprises et participé physiquement à l'agression. 3 ans de prison ferme, 2 ans de mise à l'épreuve, avec les mêmes obligations de suivi et restrictions de contact. Les genoux de Lucas fléchirent légèrement. Sa petite amie Élodie, qu'il avait soutenue au début, l'avait quitté des mois auparavant lorsque les enregistrements de la prison étaient devenus publics. Monsieur Petit. Hugo pouvait à peine se tenir debout, son visage pâle et strié de larmes. Contrairement qu'à ses co-accusés, il avait passé des mois dans un remords sincère, écrivant des lettres, participant à des conseils et coopérant pleinement avec les enquêteurs. Vous étiez le suiveur dans ce groupe, mais vous avez participé volontairement au harcèlement racial et à l'agression. Cependant, votre coopération avec l'enquête, votre participation à des programmes de conseil et votre remords démontré distinguent votre cas. 18 mois en centre éducatif fermé, suivi de 2 ans de mise à l'épreuve et de 500 heures de travaux d'intérêt général auprès d'organisations de justice raciale. La mère d'Hugo pleura de soulagement. 18 mois,
C'était dévastateur, mais ce n'était pas la peine de plusieurs années qu'elle craignait. La juge Renaud se tourna pour s'adresser à la salle d'audience bondée. Que cette affaire serve d'avertissement à chaque parent, chaque chef d'établissement et chaque jeune qui nous regarde. Les crimes de haine seront poursuivis avec la plus grande fermeté dans ma juridiction. L'avenir des accusés n'a pas été détruit par la réponse de leurs victimes à leurs attaques, mais par leur propre choix de s'engager dans la violence à motivation raciale. Elle regarda directement Léa. « Mademoiselle Martin, souhaitez-vous faire une déclaration en tant que partie civile ?» Léa se leva lentement, sentant le poids de tous les regards dans la salle. La jeune fille, qui avait été poussée dans une flaque de boue 8 mois plus tôt, avait disparu. À sa place se tenait une jeune femme qui avait affronté la haine et en était sortie plus forte. « Je ne voulais pas que tout cela arrive », commença-t-elle, sa voix claire et portant jusqu'au moindre recoin de la salle silencieuse. « Je voulais intégrer l'équipe de cheerleaders, avoir de bonnes notes et une vie de lycéenne normale. Ces accusés m'ont enlevé ce choix quand ils ont décidé que je n'avais pas ma place dans leur monde. » Elle se tourna pour faire face directement aux 3 garçons. « Vous pensiez pouvoir m'intimider pour que je disparaisse? Vous pensiez que vos menaces et votre violence me feraient démissionner et changer de lycée? Au lieu de cela, vous m'avez appris que se dresser contre les brutes est le seul moyen de les empêcher de faire du mal à d'autres personnes. » Sa voix se fit plus forte. « J'espère que la prison vous apprendra ce que l'empathie et la décence commune n'ont pas pu faire. J'espère que vous apprendrez que chaque personne mérite le respect, quelle que soit sa race. Et j'espère que lorsque vous sortirez, vous passerez le reste de votre vie à réparer la haine que vous avez propagée. » Les yeux d'Antoine brillaient d'une fureur non repentie. Lucas fixait le sol avec honte. Hugo semblait véritablement brisé par le remords et les conséquences de ses choix. L'audience est levée. Alors que le marteau tombait, la salle d'audience éclata dans un chaos contrôlé. Les journalistes se précipitèrent vers les sorties pour envoyer leurs articles. Les accusés furent emmenés menottés, leurs familles les suivant dans divers états de chagrin, de colère et de dévastation. À l'extérieur du palais de justice, Léa et son père se tenaient sur les marches, tandis que les flashs des appareils photo crépitaient autour d'eux et que les journalistes criaient des questions. « Mademoiselle Martin, que pensez-vous des peines ?» lança un correspondant de TF1. « Je pense que justice a été rendue », répondit Léa avec confiance. « Ces garçons ont appris que les actions ont des conséquences, peu importe qui est votre famille, combien d'argent vous avez ou ce que vous pensez mériter. Quel message avez-vous pour les autres élèves victimes de harcèlement? Documentez tout. Parlez-en à des adultes de confiance. Et souvenez-vous que vous avez le droit de vous défendre et d'exiger justice. » Le commandant Martin passa son bras autour des épaules de sa fille alors qu'il se préparait à partir. « Je suis fier d'elle pour s'être défendue et pour chaque élève qui n'aura jamais à affronter ce qu'elle a affronté grâce à son courage. » Alors qu'ils se dirigeaient vers leur voiture à travers la foule de partisans et de médias, Léa sentit un poids se lever de ses épaules, un poids qu'elle avait porté pendant près d'1 an. Le combat était enfin terminé et la justice avait prévalu. La vraie victoire n'était pas seulement les peines de prison ou la justification au tribunal. C'était la certitude qu'elle avait affronté la haine et la violence avec courage, intelligence et détermination, et qu'elle en était sortie victorieuse. 1 an plus tard, Léa Martin se tenait au pupitre de l'auditorium fraîchement rénové du lycée Victor Hugo, s'adressant à une assemblée sur la lutte contre le harcèlement et la justice raciale. L'ironie ne lui échappait pas. Parler dans le même lycée où 3 garçons avaient autrefois tenté de la détruire pour la couleur de sa peau. « Il y a 1 an, je pensais que mon plus grand défi serait d'apprendre des chorégraphies de cheerleading. » Commença-t-elle, sa voix portant facilement à travers l'auditorium bondé. « Je n'aurais jamais imaginé que je devrais me battre pour mon droit d'exister dans cette école sans être harcelé. » Le public était silencieux, suspendu à ses lèvres. Au premier rang se trouvait le proviseur Dubois, le remplaçant de Lemoine, ainsi que la nouvelle équipe d'entraîneurs et les membres du conseil d'administration.
L'ancienne garde qui avait permis le harcèlement était partie, remplacée par des administrateurs engagés à créer un environnement plus sûr. Mais j'ai appris quelque chose d'important à travers tout ça, poursuivit Léa. Les brutes n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Quand vous vous défendez et que vous exigez justice, ils perdent ce pouvoir. Après l'assemblée, Chloé Durand retrouva Léa dans le couloir. Devenue capitaine de l'équipe, Chloé avait contribué à transformer le programme de cheerleading en un programme axé sur l'inclusivité et l'esprit d'équipe, plutôt que sur la hiérarchie sociale. « C'était incroyable », dit Chloé, rayonnante. « T'as vu comme tout le monde s'est tu quand tu as parlé du couteau ?»« Ils avaient besoin de l'entendre », répondit Léa. « Certains pensent encore que ce qui m'est arrivé, c'était juste des gamineries. Plus maintenant. Pas après avoir vu Antoine Dubois aux infos la semaine dernière. Le reportage avait été dévastateur pour l'image d'Antoine. Il avait été impliqué dans un incident à caractère raciste à la prison d'État, attaquant un détenu noir et écopant de charges supplémentaires. Sa peine initiale de 4 ans avait été prolongée à 7 ans. Le Golden Boy du football était désormais un criminel de carrière avec une réputation de suprémaciste blanc. « Tu as des nouvelles de Lucas ?» demanda Chloé. « Il écrit des lettres » dit Léa. « Il s'excuse, demande pardon. Mon père pense qu'il est peut-être vraiment en train de changer. » Lucas Bernard avait suivi un chemin différent en prison. Après avoir été passé à tabac par d'autres détenus qu'il avait reconnus aux informations, il avait demandé à être placé en quartier de protection et avait commencé à participer à des programmes éducatifs. Ses lettres à Léa, qu'elle lisait mais auxquelles elle ne répondait pas, montraient un remords sincère et une compréhension croissante de l'impact de ses actions. Et Hugo? Il sort le mois prochain. Sa mère dit qu'il veut changer de lycée et recommencer ailleurs. Hugo Petit avait purgé l'intégralité de sa peine de 18 mois et accompli ses travaux d'intérêt général en travaillant avec des organisations de justice raciale. Contrairement à ses anciens amis, il avait utilisé son temps en détention pour s'éduquer sur le racisme et ses effets. Sa transformation semblait authentique, bien que Léa restât prudente quant à sa confiance. Ce soir-là, Léa trouva son père dans la salle de sport du sous-sol, s'entraînant comme il le faisait tous les soirs. L'espace avait évolué depuis le début de son entraînement. Nouvel équipement, photos de ses diverses réussites et coupures de journaux documentant leur victoire. « Comment s'est passée l'assemblée » demanda-t-il en interrompant son entraînement. « Bien. Les jeunes écoutent. Certains d'entre eux ont partagé leurs propres histoires de harcèlement d'après. » Le commandant Martin sourit avec fierté. « Tu es devenue une sacrée oratrice. Sciences Po aura de la chance de t'avoir. » Léa avait été acceptée à Sciences Po avec une bourse d'excellence, sa lettre de motivation sur la manière de surmonter le harcèlement racial et de se battre pour la justice ayant impressionné le jury d'admission. Elle avait également reçu des offres de bourse de 12 autres grandes écoles, toutes désireuses de recruter la jeune fille, devenue un symbole de courage et de résilience. « Dechi, je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit le premier soir, » réfléchit-elle, « sur le fait de se faire justice soi-même quand le système échoue. Le regrettes-tu, quoi que ce soit ?» Léa examina sérieusement la question. L'année écoulée avait été difficile. Menaces de mort de groupes d'extrême droite, attention médiatique constante, stress des témoignages et des procédures judiciaires. Mais elle avait aussi apporté des récompenses inattendues. L'amitié d'élèves qui admiraient son courage, le respect d'adultes qui l'avaient vu gérer l'adversité avec grâce, et la certitude d'avoir contribué à un réel changement. « Non, dit-elle finalement. Je regrette que cela ait été nécessaire, mais je ne regrette pas de m'être battue. » Son téléphone vibra. Un texto de sa conseillère d'orientation. Une équipe de télévision est là et veut une interview sur les nouvelles politiques anti-harcèlement. Intéressé ? Encore une demande d'interview, dit-elle à son père. Tu n'es pas obligé de continuer à les faire, tu sais. Tu as déjà changé les choses ici. Je sais. Mais peut-être qu'un élève de plus le verra et réalisera qu'il n'a pas à accepter d'être maltraité. Les changements au lycée Victor Hugo avaient été complets.
La nouvelle administration avait mis en place des politiques de tolérance zéro en matière de harcèlement, une formation obligatoire sur la diversité pour tout le personnel et des systèmes de signalement anonymes pour les élèves. Le programme de football avait été reconstruit à partir de zéro, avec des entraîneurs qui privilégiaient le caractère aux victoires. L'équipe de cheerleading recrutait désormais activement dans toutes les couches de la population et se concentrait sur le soutien à l'ensemble du corps étudiant. Plus important encore, le rectorat avait engagé le docteur Aïssa Traoré, une experte reconnue au niveau national sur l'équité raciale dans l'éducation, en tant que directrice de la sécurité et de l'inclusion des élèves. Sa première initiative fut de créer des programmes de médiation par les pairs et des cercles de justice réparatrice pour aborder les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. 2 semaines plus tard, Léa reçut un visiteur inattendu. Hugo Petit se tenait nerveusement sur son porche, accompagné de sa mère et d'un éducateur spécialisé. Il avait l'air différent, plus mince, plus mature, avec des yeux qui contenaient un remords sincère plutôt que la peur désespérée dont elle se souvenait au procès. « Léa, je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, » commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant à quel point nous avons eu tort, à quel point nous t'avons fait du mal. » Elle l'étudia attentivement, ne voyant aucune de l'arrogance ou de la haine qui l'avait poussée à participer à son harcèlement. La prison et le suivi psychologique l'avaient changée, mais elle restait prudente. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Hugo ?»« Rien. Je voulais juste prendre la responsabilité de ce que j'ai fait et te dire que j'étais désolé. Vraiment désolé. » Sa mère s'avança. « Je suis désolé aussi, Léa. J'ai échoué à élever mon fils avec les valeurs dont il avait besoin. J'ai honte de ce qu'il t'a fait. » L'éducateur hocha la tête d'un air encourageant. Hugo a suivi un long travail psychologique et des travaux d'intérêt général. Il veut consacrer sa vie à empêcher que ce qui vous est arrivé n'arrive à d'autres élèves. Je change de lycée pour aller à Joliot-Curie, continua Hugo. Je recommence à zéro. Mais je voulais m'assurer que tu savais que je comprends maintenant. Ce que nous avons fait était mal, et tu avais parfaitement le droit de te battre. Léa regarda ce garçon brisé, qui avait un jour aidé à détruire son uniforme et à l'humilier devant ses camarades. Elle ne ressentait aucune satisfaction de sa chute, seulement une reconnaissance lasse que la justice ressemblait parfois à ça. Désordonnée, incomplète, mais réelle. J'espère que tu as vraiment appris de tout ça, Hugo. J'espère que tu passeras le reste de ta vie à t'assurer que d'autres enfants n'affrontent jamais ce que j'ai affronté. Je le ferai. C'est promis. » Alors qu'il partait, Léa ressentit un étrange sentiment de clôture. Pas le pardon. Cela prendrait beaucoup plus de temps, si jamais cela arrivait. Mais la reconnaissance que les gens pouvaient changer, même après avoir commis des actes terribles. Debout sur le pas de sa porte, regardant Hugo Petit s'éloigner de sa vie pour toujours, Léa réfléchit au voyage qui l'avait amenée ici. 1 an plus tôt, elle était une jeune fille essayant de s'intégrer dans un environnement hostile. Maintenant, elle était une jeune femme qui avait prouvé que la justice était possible, même quand elle semblait impossible. Elle s'était battue pour sa place dans le monde et avait gagné. Plus important encore, elle avait rendu cet endroit un peu plus sûr pour tous ceux qui viendraient après elle. La bataille était terminée. La victoire était complète. Et Léa Martin était prête pour tous les défis à venir. J'espère que cette histoire vous a plu. S'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné pour vous 2 histoires qui, je pense, vous plairont. Passez une excellente journée.